une période très difficile. Bon, on va reprendre vers là où on s'est arrêté. Donc si vous avez bien suivi, on a juste fait avec notre groupe l'introduction et le début de la philosophie libérale, dont la question, je vous le rappelle, c'est est-ce que l'État est légitime ou non pour exercer le pouvoir politique. Et donc dans le grand 1, on essaie de déterminer quelles étaient les conditions de légitimité de l'exercice de ce pouvoir. Désolé, je ferme mes affaires. Et en 1.1, on avait vu les philosophies libérales. Alors, on a vu juste le début, puisqu'on s'est arrêté avec John Locke. Et si vous avez bien suivi le cours, ben, l'idée c'était que pour Locke, l'État n'avait pas de légitimité, a priori, à exercer du pouvoir politique sur les individus. Donc il n'en a aucune en fait. Puisque les individus doivent pouvoir jouir de leurs libertés individuelles, afin, je vous le rappelle, de se déterminer devant Dieu en fait toute l'histoire chez John Locke dans le traité du gouvernement civil. Alors, le problème avec cette doctrine libérale, c'est que concrètement, eh bien, il y a un certain nombre de limites pratiques, des limites concrètes. C'est bien beau de dire que l'État ne doit pas intervenir, que l'État ne doit pas priver les individus de leur liberté, mais de facto, s'il n'y a pas la loi, s'il n'y a pas de loi en fait, ben, alors ne dites pas que c'est l'anarchie, parce que c'est pas du tout ça l'anarchie, c'est le désordre. Voilà, c'est le droit du plus fort, c'est n'importe quoi. Donc il faut bien quand même qu'il y ait un État. On ne peut pas vivre comme ça sans État. Et ça, je vous rassure, il y a un philosophe libéral qui y a pensé. Et ce philosophe, vous faites SES parmi vous, il y en a qui font SES. Ce philosophe, tout le monde le connaît, le père du libéralisme en économie, c'est... alors, comment vous dire non, mais bien essayé, mais Karl Marx, si vous voulez, c'est l'ennemi idéologique du libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a le libéralisme qui est là, il y a Karl Marx qui est de l'autre côté. Donc, non, le libéralisme, c'est la main invisible. Ah, mais vous n'avez pas de SES en première, c'est pour ça en fait. Donc, c'est Adam Smith, bien sûr. C'est juste le philosophe, enfin, c'est juste le père. Enfin, beaucoup d'économistes se considèrent comme le père de l'économie. C'est quand on commence normalement à faire de la SES, on commence par Adam Smith. C'est pas grave. Donc Adam Smith a écrit principalement 2 ouvrages dans son existence. Le premier c'est la théorie des sentiments moraux. Adam Smith pensait que c'était pour lui le plus important, et le second, c'est la richesse des nations. Alors ça ne s'appelle pas vraiment richesse des nations, ça s'appelle enquête sur la recherche et les causes de la richesse des nations. Bon, en fait, on s'en fiche, tout le monde l'appelle la richesse des nations, donc on l'appelle la richesse des nations. C'est un ouvrage qui date de la fin du XVIIIe siècle, enfin, troisième quart du XVIIIe siècle, début du troisième quart du XVIIIe siècle. Et Smith introduit une idée célèbre chez les économistes, et je vais vous en parler parce que ça se trouve dans votre vie, vous entendrez parler de ce machin-là. Enfin, il n'introduit pas dans la richesse des nations d'ailleurs, c'est introduit avant, mais bon, peu importe. La fameuse idée de la main invisible. Alors, ceux qui ont bien suivi leur cours de SES, alors, après, je ne sais pas si c'est très vrai en SES. Ce que je vais vous dire est très vrai dans les facultés d'économie ou dans les écoles de commerce, où le public et surtout le corps enseignant est très, très orienté idéologiquement. Mais comme on sait que les orientations idéologiques des profs de lycée sont parfois différentes de ceux des profs des écoles de commerce, peut-être qu'on ne présente pas les choses sous cet angle-là. Disons que ce que considèrent ces économistes libéraux aujourd'hui, c'est qu'ils trouvent chez Adam Smith la justification du libéralisme économique. Alors cette justification, c'est quoi ? Je dicterai le cours, vous inquiétez pas, là j'explique. Cette justification, c'est quoi ? C'est qu'il y a chez Adam Smith une espèce d'exemple dans lequel Smith explique que si vous allez chez votre boucher, eh bien vous y allez pour acheter de la viande, pour vous faire plaisir à vous. Si votre boucher vous vend de la viande, alors désolé pour les véganes, imaginez que vous allez chez Biocop, voilà. Donc imaginez que votre boucher vous vend de la viande, eh bien il vend de la viande non pas pour vous faire plaisir à vous, mais pour s'enrichir lui. Ainsi, le boucher est un égoïste, vous êtes un égoïste, il n'y a que des égoïstes, et grâce à la rencontre de ces égoïsmes, eh bien, on arrive à obtenir quelque chose qui est plutôt stable, une espèce d'harmonie économique, d'harmonie sociale. Par là.
par l'entremise d'une main invisible. Voilà. Donc en fait, il semblerait que si les gens agissent égoïstement, eh bien, ça fonctionnera pas. En fait, si, grâce à l'entremise de cette main invisible, la somme des égoïsmes particuliers conduit à une forme d'harmonie sociale. Alors, il n'y a pas ça du tout chez Smith. Ça n'existe pas chez Smith. Smith parle de la main invisible, mais il n'en parle pas pour mentionner le fait que la somme des égoïsmes conduit à l'harmonie sociale. C'est pas du tout le propos. Mais c'est ce qu'en disent aujourd'hui certains. Enfin, c'est ce que lui font dire certains économistes aujourd'hui. Donc, il faut être prudent avec ça parce que c'est pas le propos fondamental d'Adam Smith. Hein. Il faut démystifier, enfin démythifier la main invisible. Non, Smith n'est pas du tout dans cette perspective parce qu'il distingue clairement d'une part le comportement économique et d'autre part le comportement moral. Et Smith est un chrétien, Smith est un moraliste. Smith ne pense pas du tout qu'il faut être égoïste. En fait, l'égoïsme n'est pas une norme comportementale chez Smith. Pas du tout. Du tout même. Voilà. Il faut oublier cette idée. En revanche, Smith est quelqu'un de libéral. Smith pense effectivement que l'État n'a pas forcément vocation à intervenir dans la vie des individus. Bon, alors, il faut aussi resituer les choses dans leur contexte historique. Adam Smith, c'est le début de la révolution industrielle. Et il se rend compte d'une chose, c'est que eh bien, vous avez plusieurs catégories sociales. Alors, Smith en distingue trois. La première, ce sont les aristocrates. Donc, les aristocrates, ou les nobles, en fait, ce sont des gens qui s'enrichissent sans rien faire, grâce au travail des autres. Vous avez les bourgeois, donc, enfin les aristocrates, donc Smith les appelle les propriétaires terriens, parce qu'ils ont des terres, et en fait c'est la terre et les ouvriers agricoles qui travaillent pour eux, et eux ne font rien. Vous avez les bourgeois qui sont des entrepreneurs qui prennent des risques, qui travaillent et qui s'enrichissent. Et puis vous avez les gens qui ne sont propriétaires d'absolument rien, donc ni d'industrie ni de terre, et donc qui travaillent simplement. Voilà. Et alors Smith, il n'aime pas trop les propriétaires terriens, il les considère un peu comme des parasites. Je crois que le mot apparaît clairement dans La richesse des nations. Parce que ce sont des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres sans rien faire. Et ces gens-là disposent d'un pouvoir politique. Et Smith, il n'est pas très favorable à ce que ces gens-là aient un pouvoir politique. On comprend pourquoi, puisque Smith n'appartenait pas non plus à leur caste. Voilà, donc c'est ça le contexte historique de la richesse des nations. Alors Smith, quand même, ne considère pas qu'il ne doit pas y avoir d'État du tout. Il pense que l'État doit bien être présent. Et l'État doit assurer un certain nombre de fonctions. L'État libéral chez Smith, on lui donne un nom aujourd'hui, un nom générique en philosophie politique, c'est l'État gendarme. N'oubliez pas que État, ça prend un E majuscule. Alors cet État a très peu de fonctions. Bon, première fonction, c'est la sécurité. Sécurité intérieure et extérieure. C'est-à-dire que l'État doit garantir la sécurité des citoyens à l'intérieur de leur pays, contre les autres citoyens. Et il doit aussi garantir la sécurité des citoyens de la nation contre les autres nations. Voilà. L'État est censé vous protéger des invasions nazies, par exemple, ou de ce genre de choses. Les invasions intérieures et extérieures. Ça, c'est la première fonction de l'État. Deuxième fonction, c'est bien sûr la santé. Vous comprenez si vous êtes malade, si ça ne va pas bien, vous n'êtes pas libre. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas libre. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas libre. Et troisième fonction, c'est une fonction éducative. Parce que si vous n'êtes pas éduqué, vous n'êtes pas libre non plus. Alors ça, c'est très amusant parce que c'est une idée qui apparaît très clairement dans La richesse des nations. Alors ça, j'en parle souvent quand je fais le cours sur le travail, mais il y a une dimension politique à ces propos, donc j'en parle aussi quand je fais le cours sur la politique. Dans La richesse des nations, Smith explique les vertus et les conséquences aussi néfastes d'un processus très propre à la révolution industrielle qui s'appelle la division du travail. Et il prend l'exemple d'une manufacture d'épingles. Alors il dit, voilà, imaginez que vous prenez une vingtaine de personnes et vous leur demandez de fabriquer des épingles. Alors ils se mettent à fabriquer des épingles, chacun dans leur coin. Alors Smith dit, ben voilà, imaginez que vous fassiez ça, si chacun dans son coin fabrique des épingles, au mieux ils en fabriqueront une dizaine, une quinzaine par jour, mais ça n'ira jamais très très loin. En revanche, imaginez que vous preniez les mêmes personnes, les mêmes 20 personnes, et que vous les mettiez dans une usine à travailler à la chaîne, et que chacune se voit assigner une tâche très spécifique en vue de fabriquer des épingles. Mais chacun fabrique l'épingle de A à Z. Chacun fait juste une tâche spécifique, souder, plier, couper. Allez savoir quoi qu'on a besoin de faire pour fabriquer des épingles. Voilà.
Eh bien, Smith remarque, qu'il est contemporain de cette époque-là, que si on fait ça, alors la production d'épingles passera d'environ 200-400 par jour à plutôt 50, 60, 80 000 par jour. Il y aura des gains de productivité très très importants grâce à la division du travail. Parce que chaque individu n'aura pas besoin de savoir fabriquer l'épingle dans son intégralité, mais devra faire des tâches très répétitives et très simples pour gagner en efficacité. Mais Smith remarque une chose, il dit ok, ça c'est très très bien, parce qu'effectivement, eh bien, cela permet d'augmenter la productivité et ainsi la richesse des nations, évidemment. Mais il y a un pendant, et le pendant c'est que si vous avez des travailleurs qui, toute la journée durant, font toujours la même chose sans réfléchir, vous les abrutissez littéralement, vous les abêtissez. Et Smith voit là, dans cette division du travail, une menace pour les libertés individuelles. C'est quelque chose dont on parle assez peu. Je ne sais pas, bon, ce que je vous dis tient du préjugé peut-être, ou peut-être du lieu commun, ou l'un ou l'autre. Eh bien, on a tendance à dire aux enfants, vous savez, il faut que vous travaillez, voilà, le travail c'est bien pour la santé, c'est bien pour te garantir un avenir. Mais on vous dit jamais de quel travail il s'agit en fait. Parce qu'il y a des formes de travail qui ne sont pas du tout bien pour votre avenir, ni bien pour votre santé, ni physique, ni mentale d'ailleurs. Ça, c'est pas vrai de dire le contraire. Bon, eh bien, Smith remarque cela déjà au XVIIIe siècle. Il se dit, voilà, là, il y a une menace pour la liberté individuelle. Pourquoi? Parce que si les gens qui vivent dans la société sont complètement abrutis et épuisés par leur travail, alors ils ne sont plus capables de réfléchir. S'ils ne sont plus capables de réfléchir à des problèmes théoriques, abstraits, quels qu'ils soient, ils ne sont pas capables de réfléchir à des problèmes théoriques politiques en particulier. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que c'est que la vie politique. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que c'est qu'une bonne décision politique ou dans quelle décision politique ils devraient s'engager. Et de même qu'ils ne sont pas capables de comprendre cela, ils ne sont pas capables de consentir librement à des décisions politiques. Si une autorité s'impose à eux et leur dit voilà, il faut faire ceci, eh bien ils ne seront pas capables de comprendre s'il faut faire ceci ou s'il ne faut pas faire ceci ou s'il faut faire autre chose, par exemple. Ils sont complètement... ils n'ont pas les concepts nécessaires, la pensée nécessaire pour réussir justement à consentir ou à s'opposer librement à une position politique. Et c'est la raison pour laquelle il y a une dimension éducative très importante dans l'idée de la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre individuellement si on n'est pas éduqué. Quelqu'un de pas éduqué, il est juste pareil à une espèce d'animal que l'on dresse et qui doit simplement écouter et obéir. Mais il ne réfléchit pas, si vous voulez. Ce phénomène, on l'a un peu observé avec les Gilets jaunes, finalement. Vous voyez, le début de la manifestation des Gilets jaunes n'impliquait aucune théorie. C'était des gens qui manifestaient uniquement contre la vie, contre le coût de la vie, en fait. Ils trouvaient que la vie était trop chère, ils manifestaient contre le coût de la vie. Et dans ce type de manifestation, il n'y a pas du tout ce que, pour le coup, Marx appelle une conscience de classe. Ils se disent juste, bon, ben, c'est trop cher, et on en a marre de payer trop. Mais ils ne comprennent pas tous les mécanismes qu'il y a derrière. Et comme ils ne comprennent pas tous les mécanismes qu'il y a derrière, ils ne sont pas capables de comprendre les enjeux politiques qui sont sous-jacents à de telles crises. Ils ne sont pas capables de s'opposer librement ni de consentir librement aux décisions politiques. C'est très important cette idée de l'éducation parce que c'est ce qui est censé permettre de consentir librement aux décisions politiques ou de s'opposer librement aux conditions politiques. D'ailleurs, on pourrait même réfléchir à ce que... c'est censé être la fonction de l'éducation nationale, si vous voulez. C'est écrit dans le bulletin officiel du programme de philosophie, d'ailleurs, de permettre aux élèves de devenir des citoyens, donc des gens qui sont capables de consentir librement à des décisions politiques. On s'aperçoit que, malheureusement, cette fonction est souvent dévoyée. L'éducation nationale a quand même aussi d'autres fonctions. Par exemple, on comprend pourquoi on ne ferme pas les collèges et les lycées, parce qu'on a une fonction de garderie, par exemple. Donc, il faut qu'on garde les enfants pour que les parents puissent aller travailler, par exemple. On a aussi une fonction aussi de préparation à rentrer sur le marché du travail. On vous prépare à des formations qui seront des formations diplômantes pour que vous ayez un travail dans le marché du travail. Il n'y a pas trop de dimension ici d'esprit critique et de réflexion au niveau de votre propre liberté, en fait. Mais normalement, les choses ne s'excluent pas nécessairement et elles devraient être compatibles. Donc, il ne faut pas perdre de vue que si on n'est pas éduqué, si on ne réfléchit pas à notre vie politique, personne ne réfléchit. Enfin, il y a des gens qui réfléchiront à notre place et ces gens-là décideront aussi à notre place. Donc,
à nous aussi de voir si on a envie qu'on décide pour nous ou si on a envie d'être libre. Et ça, c'est déjà chez Smith. Donc vous voyez que le libéralisme, sous cet angle de vue-là, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on conçoit comme étant le libéralisme aujourd'hui, où on réduit ça au libéralisme économique, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire le fait de donner tout pouvoir au marché. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il faut donner de la liberté aux individus. Et comment est-ce qu'on donne de la liberté aux individus? Eh bien, en leur assurant leur sécurité, en assurant qu'ils sont relativement bien portants et en s'assurant qu'ils soient éduqués. Parce que si ces ingrédients ne sont pas réunis, les individus ne sont pas libres. Assez amusant, très amusant. C'est Herbert Marcuse qui disait dans un ouvrage qui s'appelle L'homme unidimensionnel, c'est un ouvrage relativement récent qui date de 1967. Et il ne suffit pas de voter pour nos maîtres, pour supprimer les maîtres et les esclaves, vous voyez, parce que quand on vote, on ne consent pas forcément librement aux formes de pouvoir qui s'exercent sur nous. Bref, vous allez noter, puisqu'il faut qu'on avance. Bon, vous avez compris l'idée. Hein. Adam Smith, vous pouvez juste noter Smith, si vous préférez. Smith définit les fonctions d'un État qui permettraient de réaliser le libéralisme. Smith définit les fonctions d'un État qui permettraient de réaliser le libéralisme. Point. Cet État, nous l'appelons aujourd'hui, entre guillemets, État gendarme. Mais ça n'apparaît pas chez Smith. Hein, ça n'apparaît pas chez Smith, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Cet État, nous l'appelons aujourd'hui État gendarme. Point. Il a un certain nombre de fonctions. Deux points. Il a un certain nombre de fonctions. Deux points. Alors, petit 1, assurer la sécurité intérieure et extérieure. Assurer la sécurité extérieure et intérieure. L'armée et la police, hein, si vous voulez. Assurer la sécurité extérieure et intérieure. L'armée et la police. Armée, sécurité extérieure, police, sécurité intérieure. Virgule, deuxièmement, petit 2 si vous voulez. Garantir à minima bien sûr, garantir les individus contre la maladie et la pauvreté extrême. Garantir, ou protéger plutôt les individus, excusez-moi, contre la maladie et la pauvreté extrême. Protéger plutôt donc les individus contre la maladie et la pauvreté extrême. Protéger est un meilleur mot. Et petit 3, pour le coup, garantir une éducation minimale. Garantir une éducation minimale. Voilà. Point. Ces trois fonctions sont censées permettre aux individus d'être libres. S'ils ne sont pas remplis, les individus ne sont pas libres. Oui. C'est quoi ces trois fonctions? Sont censés permettre aux individus d'être libres. Si elles ne sont pas remplies, nous ne sommes pas libres.
Donc, libéralisme, oui, l'État intervient un peu, ok, mais l'État intervient quand même. Bon, il a quand même ces fonctions-là. Bon, c'est une jolie idée tout ça. Alors bien sûr, évidemment, concrètement, on comprend bien que c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Parce que c'est compliqué d'imaginer une armée et une police complètement déconnectées d'idées politiques, si vous voulez. C'est compliqué. C'est compliqué d'imaginer une éducation dépourvue d'idées politiques aussi. C'est très, très beau, Smith, ce sont de très belles idées qui, là encore concrètement, se heurtent à des difficultés pratiques quasiment insurmontables, malheureusement. En fait, on voit pas trop d'où sortir cette police, comment elle garantirait l'ordre, sur la base de quelle loi, comment on décide des lois. Malheureusement, tout ceci n'est pas expliqué. Bon, je vais vous faire part vous expliquer la pensée d'un troisième philosophe libéral. Bon, alors j'en ai pris trois, mais j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Hein. Les philosophes libéraux, il y en a beaucoup. Ce troisième philosophe libéral, c'est Robert Nozick. Et lui est plus proche de nous puisque c'est un philosophe du XXe siècle. Vous voyez, on aura fait le XVIIe, le XVIIIe et le XXe. Qui est auteur d'un livre assez amusant qui s'appelle Anarchie, État et Utopie. Bon, alors, pourquoi j'ai voulu vous expliquer Nozick? Parce que c'est une pensée qui est beaucoup plus proche de la nôtre. Nozick, c'est certes un libéral au sens traditionnel du terme, mais il appartient à un courant particulier du libéralisme qu'on appelle l'anarcho-libéralisme ou l'anarcho-capitalisme. Souvent, quand on pense aux anarchistes, on pense, vous savez, à cette bande de gauchistes qui fait exploser des bombes et qui s'en prend directement aux personnalités politiques. Un certain nombre de présidents de la République française ont été victimes d'attentats anarchistes au XIXe siècle. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a même qui sont morts. On trouverait leur urne au Panthéon, enfin, leurs cendres dans une urne au Panthéon. Donc c'est arrivé. Mais les anarchistes ne sont pas tous des gens de gauche qui sont obsédés par la lutte des classes. Non, il y a des courants anarchistes on pourrait appeler de droite, mais enfin, je ne sais même pas si ça a du sens de les qualifier de droite parce qu'ils ne sont pas spécialement conservateurs, des courants anarchistes, en tout cas libéraux, pas forcément marxistes, léninistes, tous ces machins-là. Alors peut-être que un des pères de la pensée de l'anarcho-libéralisme ou de l'anarcho-capitalisme, c'est un dénommé Max Stirner, qui a écrit un livre assez étrange au XIXe siècle qui s'appelle L'unique et sa propriété. Et alors Stirner explique dans L'unique et sa propriété que le problème finalement avec les questions politiques, c'est que souvent on a tendance à penser en termes conceptuels, d'une part l'État, d'autre part la société, comme si le peuple était une entité qui existait véritablement. Mais Stirner rappelle, il y a cette phrase, il dit voilà, mais moi je ne suis pas le peuple est une illusoire personne, le peuple ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les individus. Et donc la politique, ce n'est pas une affaire de peuple ni de société, c'est une affaire d'individus. Et il faut garantir la liberté, évidemment, de cet individu que Stirner appelle l'unique. Et donc ça commence un peu comme ça, l'anarcho-libéralisme. Alors vous avez plusieurs courants dans l'anarcho-libéralisme. Bon, le plus radical est sans doute le courant libertarien, avec deux philosophes principalement, Friedman et Rothbard. Alors ce sont des gens un petit peu extrêmes. Vous pouvez trouver gratuitement le manifeste libertarien de Murray Rothbard sur Internet. Bon, c'est quelqu'un qui préconise, pour défendre les libertés individuelles, de dynamiter physiquement les institutions de l'État. Voilà. Donc, il veut faire disparaître l'État. Voilà, prendre des bombes, vous voyez, le programme de ces gens-là, c'est prendre des bombes et faire exploser physiquement le palais de l'Élysée, par exemple. Et aussi symboliquement, bien sûr. Donc, ce sont des gens qui luttent véritablement contre l'État. Ce sont des anarchistes, ils sont contre l'État, mais ils sont contre l'État pour défendre l'individu. Donc, parce que l'État s'inscrit en défaut contre l'individu. Bon, alors Robert Nozick, c'est peut-être, ça me fait un peu mal de le dire parce que bon, quand on lit Robert Nozick, on a du mal à le voir sous cet angle. C'est peut-être un des anarcho-libéraux les plus modérés, si vous voulez. Même si quand vous le lisez, il est quand même pas dans la modération.
Et alors, l'idée de Nozick, ce n'est pas de supprimer l'État, mais parce que c'est impossible, selon lui, c'est d'instaurer un État minimal. Un État minimal. Alors, comment ça marche et pourquoi, Alors, Nozick, c'est quelqu'un qui est contemporain du développement de la science économique. C'est quelqu'un qui croit plus ou moins en la loi du marché, en la potentialité de l'égoïsme individuel afin de réaliser l'harmonie sociale. C'est quelqu'un qui est une espèce d'idéologue néolibéral, si vous voulez. Alors, Nozick donne plusieurs arguments. Je vais vous en donner un qui est assez cocasse et qui révèle bien la pensée de Nozick, afin de justifier que l'État ne doit pas intervenir sous peine de s'en prendre directement à la liberté individuelle, voire aux personnes directement. Nozick, dans Anarchie et Utopie, prend l'exemple de l'impôt. Il faut savoir qu'au XXe siècle, il y a des grandes discussions en économie entre deux théories qui s'opposent. D'une part, la théorie de l'offre, qui est la théorie libérale, et la théorie de la demande, qui est la théorie keynésienne. Et les keynésiens, eux, pensent que l'État doit intervenir pour prendre de l'argent là où il y en a et en redistribuer là où il n'y en a pas, afin de favoriser la consommation. Et en favorisant la consommation, on favorise la production, pour le dire très vite. Les libéraux sont contre l'idée de prendre de l'argent où il y en a pour en donner où il n'y en a pas, tout simplement. Et Nozick fait partie de ces gens-là. Donc il est contre le mécanisme de l'impôt. Voilà l'argument qu'il donne. Nozick se demande, mais voilà, que se passe-t-il quand on prélève un impôt et qu'on redistribue ensuite ce qui est prélevé à d'autres personnes qui n'ont pas été prélevées, qui sont les bénéficiaires de l'impôt. Eh bien, prélever un impôt, c'est prélever le revenu de certaines personnes. Alors Nozick se dit, mais ok, mais le revenu, comment est-ce qu'on le génère? Eh bien, on le génère par le travail. On gagne de l'argent en travaillant. Donc, il y a des gens qui travaillent, ils gagnent un revenu, certains d'entre eux, on leur prend leur argent, et d'autres, on leur donne l'argent qui a été prélevé, donc l'argent des autres, si vous voulez. Alors Nozick, déjà, se dit, mais alors, il y a une espèce de spoliation, là. Cette spoliation, c'est pas seulement la spoliation d'un revenu, c'est la spoliation d'un travail. C'est-à-dire que les individus qui travaillent gagnent de l'argent grâce à leur travail, et on leur prend cet argent-là. Donc c'est comme si on leur prenait une partie de leur travail. Et une fois que vous avez fait ça et que vous rendez cet argent-là à d'autres personnes, eh bien c'est comme si les personnes qui bénéficiaient de cet argent-là, non seulement volaient, entre guillemets, l'argent de ceux qui avaient été ponctionnés par l'impôt, mais aussi volaient le travail de ces gens-là. C'est un peu, si vous voulez, comme si celui qui est bénéficiaire de la redistribution de l'impôt exploitait celui qui payait l'impôt. C'est parce qu'il lui prend son travail. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce que remarque Nozick, c'est que les personnes qui gagnent de l'argent grâce à leur travail décident de travailler pour gagner de l'argent. Ces personnes-là pourraient décider de faire autre chose, librement. Ces personnes-là pourraient librement décider, je ne sais pas, de ne rien faire, ou de lire, ou je ne sais pas, d'aller au cinéma, ou de faire complètement autre chose, un autre travail, une autre activité. Enfin, ces personnes-là sont libres de faire ce qu'elles veulent, et elles décident de faire ce travail-là, grâce auquel elles gagnent de l'argent. Ainsi, quand, avec l'impôt, vous leur prenez leur argent et que vous en bénéficiez de l'autre côté, vous ne prenez, en plus du travail des gens, leur liberté. Vous usurpez leur liberté, vous usez de leur liberté. Ces gens-là font un usage de leur liberté pour travailler. Le fruit de ce travail, c'est l'argent. Donc, le fruit de la liberté, c'est le revenu qui a été généré par le travail. Et quand vous prenez donc cet argent-là, qui est le fruit du travail, vous prenez le fruit de la liberté des gens. Vous leur volez leur liberté. Donc en fait, les bénéficiaires des impôts sont un peu, pour Nozick, comme des esclavagistes. C'est-à-dire que vous avez des honnêtes gens qui travaillent, on leur prend leur fric, et on leur prend, et on le rend à des gens qui sont plus pauvres. Mais quand on fait ça, on ne fait pas que prendre de l'argent, on prend aussi la liberté. Parce que la création du revenu dépend d'un arbitrage individuel qui est un arbitrage libre. Bon, si vous extrapolez aujourd'hui, par exemple, imaginez une société dans laquelle vous avez, je sais pas, des gens qui sont au RSA, et puis vous avez des gens, je sais pas, qui sont Bernard Arnault. Eh bien, en fait, les gens au RSA, qui touchent à peu près 500 € par mois, dans la vision de Nozick,
exploitent Bernard Arnault, même si Bernard Arnault est multimilliardaire. Bon. Sont des villes rats exploitants qui exploitent le pauvre Bernard Arnault qui travaille très très dur et qui fait un usage de sa liberté pour travailler très très dur et grâce à son travail très très intense et grâce à l'usage de la liberté qu'il fait pour son travail, eh bien, gagne beaucoup d'argent. Voilà. Alors Nozick trouve la parade à ceux qui diraient oui, mais enfin bon, le problème c'est que si on ne redistribue pas, il y a des gens qui sont traités pauvres et d'autres traités riches. Il dit non, mais les gens riches, si on ne les prélevait pas, ils pourraient être libres de créer des fondations, de donner eux-mêmes leur argent librement. Et on leur prive même de cette liberté-là. Parce que vous comprenez, si on leur prend leur argent par la force de l'État, eh bien, ils sont plus libres, eux, de donner leur argent comme vous voyez, des espèces de philanthropes qui, comme ça, donneraient leur argent pour le plaisir de donner leur argent. On leur prive même de leur altruisme, on leur prive de leur morale, vous vous rendez compte ? C'est affreux. Voilà, donc c'est ça l'argument que donne Nozick, c'est qu'en fait il y a cette idée que quand l'État intervient même dans les circuits économiques, il parasite la liberté individuelle. Il supprime la liberté individuelle et en plus c'est pire que ça, c'est qu'il fait de ceux qui bénéficient de la redistribution économique des exploitants de ceux qui justement n'en bénéficient pas. C'est marrant comme idée. C'est bon. Et alors, Nozick n'envisage cependant pas que l'État soit complètement supprimé. Je vous ai dit tout à l'heure que Nozick pensait qu'il fallait qu'il y ait un État minimal. Alors comment ça marche cette histoire d'État minimal ? Et pourquoi aussi doit-il y avoir un État minimal ? Nozick, en bon libéral, démarre sa réflexion avec le traité du gouvernement civil de John Locke. Et il se dit, voilà, bon, imaginons que tout soit livré aux initiatives privées. C'est-à-dire qu'on supprime l'État. Ce sont seulement des agents privés qui s'occupent de tout dans la société. Alors, de tout, ça veut dire d'absolument tout. Ça veut donc dire aussi de la sécurité, intérieure et extérieure, donc de la police et de l'armée. Et là, Nozick, il a une crainte, il se dit, mais si on fait ça, si la police et l'armée, mais on peut juste s'intéresser à la police, si la police est privatisée, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les plus forts pourront installer leur milice personnelle, ils se trouveront en concurrence avec d'autres milices privées, et au lieu en fait d'avoir la garantie de la sécurité intérieure, on risque d'avoir surtout une guerre des milices. Et la société risque, au lieu d'être gouvernée par la liberté individuelle, d'être gouvernée par le droit du plus fort, en quelque sorte, par la force. Et être gouvernée par le droit du plus fort, ça veut dire être gouverné par l'arbitraire, par le hasard, par des choses qui sont de nature à, peut-être, sûrement d'ailleurs, nous priver de nos libertés. Bon, donc on a un problème là, c'est que si on laisse comme ça des milices privées s'installer, il est fort à parier que les libertés soient sérieusement entravées. Donc on n'a pas intérêt à faire ça. Et pour Nozick, la police doit être un monopole d'État. La police doit être aux mains de l'État. Parce que sinon, il est impossible de garantir les libertés individuelles. Donc on est toujours dans le délire de garantir les libertés individuelles. Donc on garde un État minimal, sinon c'est de crainte d'être soumis à la loi du plus fort, si vous voulez. Alors, finalement, c'est une idée assez proche de celle qui est avancée par Adam Smith, d'une certaine manière. Puisqu'on veut conserver la police comme monopole d'État. Mais elle est quand même très différente parce que les postulats qui permettent d'arriver les postulats de base qui permettent d'arriver aux mêmes conclusions sont eux-mêmes très différents. Mais on va noter cet argument-là de l'impôt qui est très marrant. Vous pourrez le ressortir si un jour vous êtes à un dîner de Noël, par exemple, et que vous avez un tonton un peu à gauche, un peu gauchiste. Vous dites non, mais écoute, tonton, Robert Nozick a expliqué pourquoi donner aux pauvres et prendre aux riches n'était pas bien. Et là, vous lui expliquez. Bam, bam, bam. Vous privez les gens de leur liberté, c'est une attaque à la liberté, esclavagisme. Ça devrait normalement le mettre en PLS. Bon, alors, vous notez, à la ligne, Nozick dans Anarchie, État, Utopie. Nozick dans Anarchie, État, Utopie. Vous pouvez le lire, c'est publié au PUF. Défend une position anarcho-libérale.
anarcho-libéral. Virgule. Tout en considérant que la société doit s'accommoder d'un, entre guillemets, donc état avec un E majuscule, d'un état minimal. Voilà. L'anarcho-libéralisme est, pour lui, le seul moyen de préserver les libertés individuelles contre le pouvoir illégitime et arbitraire de l'État. Contre le pouvoir illégitime et arbitraire de l'État. Point. Pour illustrer son propos, Nozick s'intéresse au fonctionnement des politiques redistributives. Nozick s'intéresse au fonctionnement des politiques redistributives. Ok. Les politiques redistributives. Point. Lorsque l'État prélève en impôts, il ponctionne une partie des revenus générés individuellement. Il ponctionne une partie des revenus générés individuellement. Point. Ponctionne une partie des revenus générés individuellement. Point. Or, ces revenus sont le fruit d'un travail. Or, leurs revenus sont le fruit d'un travail. On sait tous très bien que les propriétaires des très grandes multinationales sont des travailleurs acharnés. Ils passent leur vie à travailler. C'est incroyable comme ils travaillent. Ou certains PDG, comme Carlos Ghosn, quand ils ne sont pas à Versailles pour fêter leurs anniversaires aux frais de la société, ce sont des gens qui travaillent. Donc c'est le fruit d'un travail. Point. Ce travail est lui-même le fruit d'une liberté. Deux points. Ce travail est lui-même le fruit d'une liberté. Deux points. Les individus décident librement de travailler
les individus décident librement de travailler, comme ils auraient pu décider librement de faire autre chose. Comme ils auraient pu décider librement de faire autre chose. Vous comprenez, pour nos zik, on a le choix. Il y a des gens, on a le choix entre travailler et ne pas travailler. Dites-vous que je ne sais pas si vos parents travaillent, si les gens que vous connaissez travaillent, c'est juste parce qu'ils ont décidé de le faire librement. Et ça les amuse. Ok? Point. Ainsi, prélever un impôt revient à prélever du temps de liberté individuelle. Ainsi, prélever l'impôt revient à prélever du temps de liberté individuelle. Point. Symétriquement, bénéficier de l'impôt, c'est abuser de la liberté d'autrui. Symétriquement, bénéficier de l'impôt, c'est abuser de la liberté d'autrui. Point. Par conséquent, l'État n'est pas légitime à exercer son pouvoir en matière économique. Point. Pour Nozick, la légitimité de l'État débute et s'arrête à la garantie de la sécurité. Débute et s'arrête à la garantie de la sécurité. Point. La police doit être en monopole d'État car si ses prérogatives étaient déléguées à des entreprises privées, la société serait menacée par le règne de la loi du plus fort. La société serait menacée par le règne de la loi du plus fort. Point, encore une petite phrase. Or, dans ce cas, les individus sont soumis à des pouvoirs arbitraires. Or, dans ce cas, les individus sont soumis à un pouvoir arbitraire, virgule,
souvent illégitime. Or, dans ce cas, les individus sont soumis à un pouvoir arbitraire, virgule, souvent illégitime. Point. Et une dernière phrase, donc. Par conséquent, le pouvoir légitime de l'État, se limite au monopole de la violence armée. Nozick est américain, n'est pas favorable au Far West. C'est le comble. Je sais pas, je ne crois pas que c'est le genre de mec qui disent voilà. Quoique, est-ce que c'est incompatible? Non, c'est pas incompatible avec la possession d'une arme chez soi. C'est pas incompatible. C'est un sujet un peu tabou, ça. Attends, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Bon, voilà pour les libéraux. Bon, il y en a d'autres, mais bon, je vais pas vous assommer avec les libéraux, parce que, au pire, si vous vous ennuyez, vous faites des recherches personnelles. Mais là, bon, pour l'instant, il y en a assez. Y a-t-il des questions sur le libéralisme? Ça va, c'est clair. C'est facile comme doctrine philosophique. Bon, ça sonne dans 2 minutes, c'est ça? Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause avant d'attaquer Platon et Kant.